Salut Maud. Salut. Je suis content de te recevoir, c'est trop bien. Donc toi, tu as fait des PR chez Dropbox. Ouais. Tu as bossé pour Facebook avant, maintenant tu fais des PR pour plein avec Facebook. Ouais. Maintenant pour plein de startups de The Family, tu les accompagnes sur leur stratégie de relations publiques. Donc PR, c'est ça? Ouais. C'est relations presse, relations publiques. Comment tu définis les PR? Ouais, exactement. En fait, tout bêtement, en PR, c'est pour Public Relations. Donc tu fais bien de le rappeler. En fait, c'est pas forcément que des relations presse. C'est aussi toutes les relations que une entreprise va entretenir avec ses différents publics. Donc, ça peut aussi incorporer l'événementiel, ça peut aussi incorporer presque, si on pousse un peu, les relations investisseurs aussi. Voilà, tous les différents publics. Et ça passe aussi, bien évidemment, par beaucoup de relations presse, c'est-à-dire pas que la presse stricto sensu, mais tous les médias. Ok. Donc là, moi, mon but, c'est de comprendre aujourd'hui comment on peut se servir de cette discipline-là pour faire de l'acquisition, pour trouver des gens. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui connaît rien du tout et qu'ils doivent absolument savoir pour pouvoir débuter? Et faire de l'acquisition? Ouais. Alors en fait, si on prend un petit peu de recul, en gros, les PR, ça va être un outil ultra intéressant à utiliser en amont de ton funnel, de ton funnel d'acquisition. Corrige-moi si je me trompe, mais si on se dit que tout en haut, c'est l'awareness. Déjà, les PR vont bien évidemment aider sur cette strate-là. Sur le fait que les gens soient juste au courant que tu existes, quoi. Ouais, exactement. Sans forcément avoir un point d'accroche particulier. Ouais. Et notamment parce que c'est aussi l'occasion pour une entreprise d'aller raconter un petit peu, même beaucoup, déjà, quelle est sa vision au sens large. Mais ça, je peux t'expliquer après plus dans le détail qu'est-ce que j'entends par là. Et après, plus en fait tu vas plonger dans ton funnel, plus tu vas aussi pouvoir réutiliser les PR pour à un moment donné faire du storytelling et raconter des histoires, notamment des customer cases, des testimonials qui vont être intéressants quand des fois tu vas vouloir closer, quand tu vas vouloir travailler un prospect de manière plus précise. Tu vas aussi pouvoir faire appel aux PR. Donc typiquement, je te donne un exemple. Aller travailler sur un sujet d'un cas client qui va raconter ça en presse, qui va raconter comment est-ce qu'il utilise ton outil pour, je te dis n'importe quoi, sa transformation digitale, peu importe. Et là, tu vas pouvoir refaire appel aussi au PR pour affiner un peu. Mais sinon, ça va être plutôt intéressant sur une vision un petit peu plus large, en amont, pour déjà poser les bases de qu'est-ce que ta boîte, quelle est ta vision, quelle est ta mission. Et les gens, les prospects auront du coup une première impression, un premier feeling sur ton entreprise. Ils auront déjà entendu parler de ta boîte, ça ne sortira pas de nulle part. Ok, donc le but de toute la discipline, c'est d'arriver à transmettre un message général sur ta boîte et sur ta marque à toutes les étapes du funnel. Ouais. Et grosso modo, pouvoir aller taper le cerveau des gens au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Ouais. C'est ça? Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est là où il faut aussi pas se tromper, c'est que les PR, c'est pas du tout qu'un outil d'acquisition. C'est-à-dire que les PR, en fait, ça va beaucoup plus te servir en tant que structure, en tant qu'entreprise, quand tu veux aller travailler, par exemple, ta marque employeur. Tu as des enjeux de recrutement, donc tu dois travailler ta com de recrutement. Les PR vont beaucoup t'aider là-dessus. Tu veux, par exemple, envoyer des signaux positifs financiers en vue d'une future levée de fonds que tu es déjà en train d'anticiper. Là aussi, ça va être intéressant d'aller jouer sur les PR. Tu sais que tu dois signer un gros deal, faire un gros partnership. Là aussi, tu vas pouvoir travailler sur les PR pour travailler un peu l'image en profondeur en amont. Et quand tu veux te démarquer généralement dans un marché très compétitif et marquer ta différence. Donc souvent, moi quand je parle PR avec des entrepreneurs chez The Family, on va beaucoup parler de ces cas de figure-là. Et on va aussi des fois parler d'acquisition client. Mais voilà, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Et les PR ne sont pas qu'un canal d'acquisition client, ça va vraiment au-delà. Ok, trop bien. À quel moment tu te dis, là aujourd'hui, si je veux faire de l'acquisition, on va rester sur ce sujet-là pour aujourd'hui, à quel moment tu te dis je vais faire des PR pour faire de l'acquisition? À quel moment tu juges que c'est pertinent? Tu juges que c'est pertinent. Alors, comme je disais, tu as déjà tout en amont sur le sujet de l'awareness. Quand personne ne te connaît, bien évidemment, tu vas réfléchir à quelle est ta strat marketing et donc pourquoi pas com. Et en fait, une première chose à distinguer, c'est que les RP, ce ne sont
pas du tout du marketing, ce qui veut dire concrètement que tu dépenseras jamais d'argent pour une stratégie RP, pour une stratégie PR. Si on te propose de l'argent en échange d'un article dans un média, ça veut dire que c'est de l'achat d'espace média, ça veut dire que tu es déjà en fait dans une stratégie marketing, tu es dans une stratégie d'achat média et tu n'es pas du tout dans une stratégie de relations presse. Donc c'est censé être organique. C'est besoin de... Ouais, c'est complètement organique. Et la beauté du job aussi, en fait, quand tu travailles là-dedans, c'est que c'est beaucoup des relations humaines. C'est pas pour rien que ça s'appelle relation. Et en fait, ça va être d'aller déjà prendre, rencontrer notamment des journalistes qui vont traiter de ton sujet, qui vont s'intéresser soit à ta verticale, soit à un enjeu de société dans laquelle ton entreprise en fait a quelque chose à dire. Et après, une fois que tu as commencé à raconter, et c'est pareil, je peux rentrer plus dans le détail, une fois que tu as commencé à raconter, identifier les bons journalistes et que tu leur as raconté en quoi ta vision peut être intéressante et veut dire quelque chose d'une actualité un peu plus macro, là ça va commencer à être intéressant et puis tu noues ensuite des relations. Si tu arrives à montrer que tu as une expertise en fait sur ton sujet, là c'est ça qui est intéressant pour des médias. Et ensuite, tu pourras beaucoup plus travailler sur de la communication qui va être un peu plus orientée client, communiquer sur des nouvelles features, sur le lancement d'un nouveau produit. Mais ça se fait très rarement en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais beaucoup parler avec des entrepreneurs qui viennent me voir au moment où ils doivent faire un lancement de produit, où ils doivent communiquer sur une nouvelle feature. Et en fait, c'est juste pas le bon timing pour démarrer une stratégie RP, parce que ça veut dire que tu arrives dans une démarche très opportuniste, tout de suite. Et les démarches opportunistes en relation presse, ça marche très peu. Ça marche très peu parce que, comme je le disais, en fait, tu as besoin d'aller construire une relation. Déjà, tu as besoin de commencer à capter comment ça fonctionne un peu les médias, comment tu peux travailler avec des journalistes. Et ça va pas, côté journaliste, ça va pas le faire. En fait, si toutes les boîtes, tu sais, qu'on voit des communiqués de presse pour annoncer quelque chose qui est soi-disant ultra innovant, toujours super disruptif, et bien évidemment révolutionnaire. Alors attends, juste sur, on va reparler de ça juste après, sur la méthode d'approche des journalistes, etc. Moi, il y a un truc qui est encore flou. Qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on exclut en fait dans PR? C'est une bonne question. En termes de travail en fait, quoi. Alors, en termes de travail? Tu vois, genre, elle est où la limite entre gérer ma communauté et faire mes posts Instagram et contacter des journalistes, tu vois genre, C'est super poreux, je suis complètement d'accord, c'est très poreux. Si on prend la définition de PR au sens large, un peu finalement plus à l'européenne, on va forcément inclure par exemple des relations influenceurs aussi, de plus en plus. Okay. On va inclure une strate social media assez facilement, d'autant plus si tu veux faire une strate social media organique et pas, si encore ça se fait aujourd'hui, et pas payer pour faire ça. Mais si on prend la définition plus anglo-saxonne, très américaine et notamment dans les boîtes tech américaines, ils font vraiment la différence entre le marketing et les PR. Et donc là, dans les PR, en fait, tu as relations investisseurs, relations presse. Généralement, tu n'as pas de budget parce qu'en fait, tu n'es pas censé avoir du budget pour faire ça. Et là, les relations influenceurs, social media, ça va être beaucoup plus du paid, ça va être côté marketing. Okay. Donc en fait, la vérité, c'est que c'est comme toujours, c'est un peu à la croisée des chemins, c'est au feeling, c'est au niveau de tes compétences aussi, des compétences que tu vas avoir en interne. Est-ce que tu as envie d'endosser les deux ou est-ce qu'en fait, tu as besoin de faire une séparation avec des gens, par exemple, qui vont s'occuper que du corporate et d'autres du marketing? Mais je peux te dire un truc en tout cas sur les relations, sur ta strate influenceur, sur ce qu'on appelle l'influencer marketing. Qui est un des autres canaux, un des canaux qu'on traite en fait. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie de séparer en fait pour mettre une structure un minimum. Sur, pour moi les PR, je le vois comme la relation presse, on pourrait y venir. Mais après sur influence marketing et sur social media, si tu as des trucs à me dire, j'achète direct. Ouais, en gros, sur l'influencer marketing. Est-ce que tu vois, quand tu regardes un peu les gros pontes sur ces secteurs-là aux US, ils te disent de plus en plus que, bien évidemment, l'influence, qui est un super mauvais terme pour raconter ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, il ne faut pas confondre influence et popularité.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on assène de plus en plus, parce que c'est assez facile pour aujourd'hui une entreprise qui se crée, typiquement, tu vois, sur du D2C, admettons, d'aller tout de suite sur de l'influence marketing et de se dire je vais pas faire des RP parce que je vais pas perdre de temps à faire ça, mais du coup ils vont dépenser beaucoup d'argent en influence marketing. Si le ciblage est mal fait et si la démarche derrière n'est pas perçue comme étant vraiment authentique, il peut y avoir une énorme dissonance en fait entre ce que tu as voulu faire et le résultat. Là où les RP vont t'apporter de toute manière une crédibilité que l'influence marketing, a priori, ne t'apportera pas. Ok, pourquoi ? Parce que les RP, tu es déjà sur, t'es sur des médias, tu es sur une population que tu vas littéralement pas acheter pour traiter d'un contenu. Et tu vas être sur une population de journalistes qui est sûrement pas là, en fait, juste pour relayer ta news et pour faire ta promo et pour, tu vois, pour faire une espèce de passe-plat. Mais à quel point, au final, c'est juste deux audiences différentes, quoi. Genre les gens qui vont lire les médias un peu plus mainstream et qui vont trouver que ça te donne de la crédibilité. Exactement. C'est pas les mêmes que les gens qui vont suivre les influenceurs. C'est pas les mêmes. Que ça te donne de la crédibilité. C'est pour ça qu'il faut avoir deux stratégies bien distinctes. Et non pas, comme je disais, aujourd'hui, personnellement, je recommanderais pas de tout miser sur l'influence marketing parce que c'est relou de faire des RP et parce que les gens lisent de moins en moins les médias de toute manière. Parce qu'en fait, tu es juste sur deux populations qui sont complètement distinctes et in fine, tu ne cherches pas à atteindre la même audience. Ouais, complètement. Moi, je suis entrepreneur. Je lance ma boîte ou j'ai ma boîte et je me dis, OK, j'aimerais bien arriver à faire de l'acquisition, à faire de l'awareness et à générer des leads, etc., à démarrer ça. Par quoi je commence ? Par quoi tu commences ? Alors déjà, c'est le bon moment pour te poser et te dire, mais en fait, quels sont les grands messages que j'ai envie de véhiculer ? Mais quel est le bon moment déjà ? C'est à partir de la naissance de ta boîte ? Alors normalement, est-ce que on part du principe que tu t'es fait une petite plateforme de marque ou pas ? C'est-à-dire genre que tu connais tes valeurs de la marque, etc. Ouais. Non, on va vraiment partir du départ. Genre, on va dire que par rapport à ce qu'on conseille dans la formation, c'est que tu as déjà trouvé tes premiers clients, tu sais qui ils sont, tu comprends leur motivation, leur frustration et tu comprends leur comportement, du coup où ils passent du temps et tout ça. Tu te rends compte par exemple qu'ils passent du temps à lire tel ou tel média, tu vois, tel type de média. Et t'en es à peu près que là en fait. Et tu te poses la question de comment je fais pour aller les toucher à cet endroit-là. Ok. Alors en fait, à partir du moment où tu as réussi à identifier qui était vraiment ta cible et qui sont vraiment tes prospects, qui sont vraiment des clients, il faut que tu le prennes comme une opportunité pour te poser et te dire ok, comment est-ce que je veux aller parler à mes prospects, qui est le persona de mon client type. Et une fois que tu as ça, ça va t'aider pour bien évidemment plein d'aspects. Mais déjà, dans une stratégie PR, tu vas pouvoir prendre un peu de recul et te dire, ok, alors les valeurs de ma boîte, déjà, quelles sont-elles ? Normalement, tu es censé avoir soit déjà travaillé là-dessus, soit avoir une petite idée, un feeling sur quelle est la grande mission que je veux porter. Je rappelle, une mission, ça n'a absolument rien à voir avec ton business model, avec ce que tu vends. La mission de Google, c'est d'organiser la connaissance mondiale, c'est absolument pas leur business model. Et la mission de Nike, c'est d'habiller tous les athlètes du monde, sachant que ce qu'ils appellent athlètes, c'est tout le monde. Ouais. C'est la population mondiale. Donc c'est très différent. Et en fait, là, j'ai donné des exemples de boîtes gigantesques, gigantesques, mais toutes que ce soit des startups ou des PME, en fait, ont des missions qui vont un peu au-delà, qui sont un petit peu plus au-dessus que ce qu'elles proposent directement comme produit. Ça soulève une question intéressante qui est à quel point au-delà ? À quel point au-delà tu vois, genre à quel point moi, en tant que coup d'État, je viens et je dis je veux changer l'éducation dans le monde. Ou à quel point je viens et je dis je veux qu'on apprenne aux gens à entreprendre différemment, tu vois ? En fait, si je suis très scolaire, il y a un exercice que tu peux faire c'est un document que tu peux écrire avec tes grands messages. Et ça, l'exemple que tu m'as donné en premier, genre on veut révolutionner l'éducation dans le monde, ce serait, admettons, ça peut être ta mission à très long terme. La mission, de toute manière, c'est quelque chose qui est très très long-termiste. Et après, en fait, plus ça va, plus tu redescends. Et l'exemple que tu donnais en deuxième, c'est ton ambition. C'est une de tes ambitions. Généralement, pour une mission, et derrière, tu as, admettons, trois petites ambitions
que tu peux dérouler qui vont être généralement un peu plus moyen terme, mais qui vont venir soutenir ta mission globale. Et cet exercice-là, on le fait toujours en RP parce que, pas justement juste pour être scolaire, mais aussi parce que poser noir sur blanc, écrire ces choses-là, c'est complètement différent de juste avoir une discussion un peu à l'arrache où tu vas parler comme ça, parce que dès que tu dois mettre par écrit, tu dois choisir un mot plutôt qu'un autre, tu dois raccourcir beaucoup, tu dois avoir un esprit de synthèse et ça te force à faire des choix. Et quand tu es en plus dans une équipe de cofondateurs, cofondatrices, il va y avoir plusieurs personnes, c'est un super exercice pour confronter les idées, confronter les points de vue. Et souvent, en fait, ils se rendent compte que ils n'étaient pas super alignés sur finalement c'est quoi vraiment notre mission déjà. Et puis surtout, quels sont les grands messages qu'on a envie de porter et quelles sont nos ambitions. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire très très en amont. Et pour revenir à ce qu'on se disait, dès que tu as identifié tes clients et que tu as commencé à vendre, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre trop tard. Il ne faut pas attendre trop tard parce que sinon tu te laisses porter par le quotidien, par le day-to-day, parce que les clients veulent que tu sois, certains clients, et ça peut complètement te déporter. À la fois, il faut s'inspirer de leur feedback, mais il faut aussi, à un moment donné... mettre un cadre sur qui on est. Mettre un cadre, exactement. Okay. Qui on est, pourquoi on se bat. Et à partir de là, en plus, ça va, de là va découler, je sais pas, même ton logo, ta charte graphique, des choses très opérationnelles, mais qui sont en même temps complètement importantes dans un branding plus général. Donc ce travail-là, tu le fais en fait dès que possible. Ce qui ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre, c'est toujours évolutif. C'est ça ma question, ma question sous-jacente là, c'est que il y a toujours cette question sur ce genre de travail-là où finalement c'est tout le temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de... Ouais. Tu fais rien de concret pour ta boîte, c'est vraiment un truc de fond. Tu crois que tu as l'impression de rien faire pour ta boîte. C'est pas concret, ouais. Je vois beaucoup de gens, et j'ai dû le faire aussi à des moments dans ma vie d'entrepreneur, qui restent keblo sur ça en fait, pendant 3 mois, tu vois. Ouais. À quel point ça doit être parfait, tu vois. Non, il faut surtout pas chercher à faire un espèce d'exercice fini, comme si tu rendais une rédaction et que ça y est, là c'est parfait, c'est bon, c'est fini. Absolument pas. En fait, c'est toujours évolutif. Et même si on va plus loin dans ce qu'on appelle, c'est un peu un gros mot quand tu le dis en français, mais les éléments de langage que toutes les entreprises ont quand elles grossissent et qu'il faut qu'elles prennent la parole de manière synthétique sur des sujets plus ou moins chauds, ces éléments de langage-là, ils sont toujours évolutifs. Toujours, c'est jamais figé, de la même manière que de toute manière, une culture d'entreprise n'est en fait jamais vraiment figée et qu'elle évolue aussi. C'est quoi un élément de langage? Je connais pas le terme. Un élément de langage. En fait, pourquoi c'est un gros mot? Tu sais, c'est un gros mot dans le sens où, notamment, je disais en France, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler par rapport aux politiques. Et c'est vrai que les politiques répètent énormément d'éléments de langage, ce qui veut dire que, ce qui sous-entend qu'il y a il y a beaucoup de langue de bois et qui vont, face à une question donnée d'un journaliste, répondre par un élément de langage, donc qui a déjà été défini en amont, duquel ils peuvent pas déroger, etc. Et donc ça peut rendre le contenu un peu fade et t'as l'impression, et surtout ça enlève l'authenticité. Okay. Donc ça, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est dédié que aux politiques. C'est quelque chose que toutes les boîtes, dès que tu commences à grossir un peu, c'est un exercice que tu dois faire, tout simplement juste pour répondre à l'exercice médiatique qui t'impose une synthèse, en fait, qui t'impose un esprit didactique, un esprit de pédagogie. Que tu peux ne pas avoir quand tu n'as absolument rien préparé et que du coup tu pars dans tous les sens et où en fait tu n'as pas fait passer ton message principal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises, la majorité, qui travaillent sur des éléments de langage dès lors qu'elles ont besoin de faire passer un message fort dans les médias. Ok, juste pour clore sur ça, c'est quoi l'étape d'après, rapidement? Une fois que tu as posé tes messages, une fois que tu as posé tes messages, que tu sais ce que tu veux dire, que tu sais qui t'es, que tu sais ce sur quoi tu veux communiquer, ensuite tu peux passer à une réflexion sur quelle va être, ça fait un peu pompeux, mais quelle va être ma stratégie de communication. D'accord. Je dis que ça fait un peu pompeux parce que ça fait toujours peur, stratégie. Ouais, mais du coup, genre sur cette première étape de définition de qui on est, quel est notre message, à quel point ça va influer sur cette deuxième étape? Est-ce que c'est, toujours pareil, j'essaie de prendre la mesure du risque que tu peux prendre à passer trop peu ou trop de temps sur cette définition de. En fait, là où comme que tu attends de la première étape, c'est d'aller identifier
allez, 2-3 sujets en fait, sur lesquels tu as envie de communiquer, mais qui n'ont rien à voir avec ton produit. Je te donne un exemple, des startups comme Comet chez The Family. Donc tu vois, ils sont sur si je caricature, l'industrie des freelances IT qui vont placer dans des grandes entreprises. Ils ont toute cette expertise-là. Et finalement, les sujets sur lesquels ils communiquent beaucoup, notamment en médias, sont très liés à la culture d'entreprise, à Future of Work, Future of HR, etc. Et en fait, tu n'es pas directement sur le produit qu'ils vendent, tu n'es pas sur leur techno. Tu es sur la mission et sur le tu es vraiment sur la mission. Ouais. Okay. Une entreprise comme Alan, elle est aussi beaucoup sur ces sujets-là. Une boîte comme Fempo, que vous connaissez chez Coup d'État, elles vendent des culottes menstruelles. Pour autant, la vision qu'elles vont porter, ce qu'elles vont raconter, c'est comment est-ce que les femmes reprennent le contrôle sur leur corps, etc. On ne parle pas de culottes, le mouvement il va bien au-delà. Et en fait, je te donne des exemples très différents, juste pour expliquer que peu importe ce que tu vends, peu importe à quel stade tu en es, tu auras toujours quelque chose de plus high level, tu vois, à raconter à une audience par rapport à ton produit. Okay. Les deux sont complètement distincts. Donc cet exercice-là, pour répondre plus synthétiquement à ta question, ça va te servir à identifier ces 2-3 sujets sur lesquels tu vas pouvoir prendre la parole dans un premier temps dans les médias et, pour revenir au funnel d'acquisition, venir nourrir l'awareness sur ta boîte. C'est quoi un bon timing pour le faire? C'est-à-dire? En termes de temps investi? Tu passes 2 semaines, tu passes 2 mois? En termes de temps passé? Sur la strat de com ou la définition des messages? La définition des messages, franchement, tu peux essaie d'y passer au maximum 2 semaines. Ok. Bien évidemment pas à temps plein, hein, mais tu vas juste en fait te laisser le temps de la réflexion, bosser un peu dessus, échanger. Si tu as des cofondateurs, si tu as d'autres personnes dans ton équipe, t'échanges un petit peu avec eux. Surtout les cofondateurs, les employés, c'est pas tellement leur rôle de venir nourrir ça. Et après, tu te laisses un peu de temps, tu laisses reposer ça et tu reviens dessus à froid. Il y a aussi des idées qui vont normalement te venir naturellement. Et au bout d'un moment, tu finis du coup avec un message général de voilà de quoi on veut parler en voilà public. La base. Voilà la base. Voilà la base. Et bam, stratégie. Et après, on y va. Et après, on essaie de dérouler une stratégie. Et effectivement, si je reprends ton exemple, c'est pas normal de rester 2 mois là-dessus. Si tu restes même 3 semaines, 1 mois là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a sûrement un élément à débloquer ou alors peut-être même de manière plus inquiétante, un sujet de fond que tu n'as pas réglé avec tes cofondateurs ou peut-être même que tu sais même pas en fait où tu vas, je sais pas, avec ta boîte. Retourne parler à tes clients, retourne faire tes premières ventes, c'est trop tôt quoi. Exactement. Si tu n'arrives pas en 2 semaines d'établir ça, c'est que c'est mort quoi. Ok, très clair. Comment on établit une stratégie du coup? Et alors, ta stratégie, alors on part du principe que tu n'es pas accompagné par une agence, que tu n'es pas accompagné par, je sais pas, un freelanceur qui va t'aider sur ces sujets-là, mais pour autant, tu peux quand même si tu n'as pas cette expertise-là de base, aller poser un plan d'action sur à partir de là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire. Pour ça, il faut que tu te projettes. Et je crois que tu le disais tout à l'heure, un point ultra important, c'est d'aller identifier les médias qui sont consommés par ta cible. Trop souvent, tu as des entrepreneurs en fait, qui ont envie de faire parler de leur boîte et qui se disent « Non, mais je pense que ce serait bien dans tel média là-dedans. Puis j'ai vu un concurrent, je sais pas, les Échos en ont parlé. Ouais, ça, je pense que c'est bien. Ok, mais est-ce que ta cible, tes prospects, consomment ce média-là ou pas ?» Ah non, ouais, je sais pas. Ok. En fait, c'est la première question à se poser, c'est où sont mes clients en termes de consommation de médias. Okay. Et ça, tu vas les identifier sur un médiatype. Tu vas aussi pouvoir identifier ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc, je sais pas, admettons, tu vends un produit pour lequel les parents vont être très prescripteurs. Bah, ça peut être plus intéressant, limite, d'aller travailler une stratégie de com auprès de médias qui sont lus, visionnés, consommés par les parents plutôt que par les clients directs. Et admettons, si ta cible c'est des ados, peut-être que c'est plus intéressant de les travailler sur de l'influence marketing, mais d'aller travailler leurs parents sur une stratégie RP pour aller légitimer ton produit ou ton offre, ton service. Comment tu fais pour savoir qui lit quoi ou qui regarde quoi? Non, ça c'est de l'instinct. C'est de l'instinct et au-delà de l'instinct, c'est tout bêtement, tu leur demandes. Tu demandes en fait. Quand tu rencontres des clients, quand tu rencontres des prospects, tu fais tes
tu fais tes petites cohortes, tes petites études, une question que tu peux toujours poser, c'est vrai que les gens oublient souvent, c'est en fait, t'écoutes la radio, t'écoutes quoi comme radio? Tu regardes la télé, t'écoutes quoi tu regardes quoi à la télé? Est-ce que tu lis la presse? Tu lis la presse en ligne, ok, du coup tu vas dans quel média? Et ça c'est génial, parce qu'en fait après tu vas pareil pouvoir te faire un panel, ouais, et la journée média type de ton client. En fait, tu sais, le matin, il se réveille, en fait, il écoute des podcasts. Et après, il va regarder son tel appli de news sur son téléphone. Et en fait, à la télé, tu sais qu'il regarde, je sais pas, Quotidien tous les soirs. Et en fait, tu vas pouvoir te reconstruire sa journée type. Donc, c'est pour ça, pas la peine de... Parce qu'effectivement, tu as des agences qui vont pouvoir te vendre une stratégie de alors oui, sur telle cible, là on est vraiment sur tel média avec 130 000, je sais pas, visiteurs uniques par mois. Ok, c'est bien, mais en fait, ce travail-là, tu peux, quand tu démarres, le faire aussi soit instinctivement, soit juste grappillant des infos et puis tu vas les recouper très vite et tu sauras. L'instinct, il va se bâtir à force de parler aux gens, quoi. Ouais. Tu as des tips un peu pour poser des questions correctement aux gens sur leur journée type de médias? Ça m'intéresse énormément. Ouais, tu leur demandes très simplement. Après ça, c'est un tips très général, mais bien évidemment, jamais juger les gens sur leurs actions. Un bolos. Tu vas jamais dire... Ou tu sais... les gens se sentent, à partir du moment où tu poses la question à quelqu'un, en fait, si tu demandes à quelqu'un quel média tu consommes, il va se sentir obligé de te donner des noms de médias, même s'il ne consomme aucun média. Parce que c'est un espèce de biais cognitif comme ça, où tu te sens, tu as l'impression que tu dois absolument répondre à la question. Ils donnent quoi dans ce cas-là, les gens? Ils donnent les gros trucs, genre? Et du coup, ils vont te dire, ils vont dire ce qui leur passe par la tête, qu'ils connaissent, mais qu'ils ne consomment pas forcément au quotidien ou je sais pas, de manière hebdomadaire. Donc c'est déjà de demander de manière très naturelle s'ils vont, où est-ce qu'ils vont chercher les informations. Tu vois, tu leur parles même pas de médias, c'est où est-ce que tu vas chercher les informations. Okay. Et là, en fait, ils vont peut-être te répondre, moi je suis telle ou telle personne sur Instagram, sur Snap, je sais pas. Et c'est comme ça souvent que j'entends parler des choses, où il va dire, en fait, c'est surtout sur Twitter. Ah ok, et du coup tu suis qui sur Twitter, ça m'intéresse. Et en fait tu les suis eux, mais tu n'essayes pas de leur imposer, si tu leur demandes tout de suite, tu lis quoi comme média, ils vont te répondre quelque chose, mais sauf qu'ils ne te répondront pas quelque chose qui correspond à la réalité de leur comportement. Donc il vaut mieux élargir dès le départ très fort en disant l'information, quoi. Ouais, exactement. Et comment où est-ce que tu vas recueillir l'information? Effectivement, je le vois sur moi. Genre, je te dirais des trucs que je regarde pas, quoi. Ouais, mais même les personnes le font inconsciemment, c'est vraiment pas pour te mentir. C'est juste que t'es dans une forme de petit piège t'as déjà orienté conversationnel. Ta question est déjà orientée. Okay. Et je précise ça parce qu'avec les jeunes générations, on le sait qu'ils consomment moins de médias traditionnels. Je veux dire, c'est pas un mythe. Donc ça peut être intéressant de savoir si en fait ils vont consommer tous les jours ou toutes les semaines tel blog, genre très très spécialisé. Et dans ces cas-là, ok, tu sais que tu vas aller travailler sur ce blog-là et tu t'en fous d'aller chercher Le Monde ou je sais pas quel média, parce que de toute façon ta cible elle est pas là. Ok, donc tu as une étape de recherche de où sont tes clients, qu'est-ce qu'ils consomment comme information et où, et à quel moment. Ouais, sous quelle forme. Le contexte, quoi, en gros, quoi, quand, où, comment. C'est ça. Tous ces trucs-là. C'est ça. Et après quoi? Et après, tu vas travailler sur, ok, quelle est la news, quel est l'angle que je peux apporter. Si on t'a donné un média type, que ce soit un blog ou un grand journal, admettons, ou une télé, une radio, tu vas te renseigner sur qui sont ces personnes, qui sont les journalistes qui sont en charge dans ces médias-là. Super important de cibler, en fait, qui exactement. Et aujourd'hui, c'est ultra simple, les journalistes sont tous sur Twitter. Dans leur bio, ils expliquent. Personne. Tu vas cibler la personne. Jamais le média, mais la personne qui écrit ou qui réalise ou qui produit. Ouais, parce que, en fait, que ce soit sur des émissions de télé, dans des journaux, dans des rédactions, tu as des journaux nationaux avec des journalistes qui sont spécialisés sur certains sujets. Si ton sujet, c'est l'agriculture, en fait, dans toutes les grosses rédactions, tu as des journalistes agribusiness. Leur boulot, leur spécialité, c'est l'agribusiness. Pareil pour t'as des journalistes start-up aussi par exemple, tu vas avoir des journalistes spécialisés mobilité, donc en fait ces personnes-là ça va être super important toujours dans cette perspective long terme de toute manière que tu les identifies parce que c'est des journalistes avec qui tu veux idéalement construire une relation. Et là, tu vas te dire, ok, quelles sont les informations que je vais pouvoir donner à ce journaliste-là, à ces journalistes-là,
pour venir nourrir leur papier, pour venir leur apporter un éclairage sur un sujet d'actualité ou alors un sujet un peu macro. Et là, à ce moment-là, ce que tu veux surtout éviter, c'est le contenu auto-centré. Les anglo-saxons parlent toujours de selfish content. Tu veux éviter d'arriver, comme je disais tout à l'heure, avec une démarche opportuniste de « ouais, bah, c'était pour vous dire, en fait, on lance ce super produit super innovant, c'est dans votre secteur, donc bah voilà quoi ». Non, parce qu'en fait, un journaliste, il reçoit, tu vois, selon le média, entre 50 et 300 communiqués de presse par jour. Ils n'ont pas le temps de lire leurs mails. C'est pas comme s'ils étaient 200 dans chaque rédaction en France. Ils n'ont juste pas le temps. Donc tu dois tout de suite leur apporter une information dont eux vont pouvoir saisir. Ok, cet angle-là, ça m'intéresse. Je vais pouvoir aller soit en écrire un papier, soit me nourrir de ça pour un papier que je suis déjà en train d'écrire. Et à partir de là, voilà. À partir de là, comme je disais, la relation démarre. Donc tu cherches tes sujets. Tu cherches tes sujets. Ouais. Et comment tu fais ça? Mais c'est super simple, c'est déjà te dire, ok, a priori, tu vois, si on reprend l'exemple de Fempo, tu es sur un sujet donc plutôt women empowerment, plutôt d'actualité, où tu as quand même beaucoup de choses à dire. Et à partir du moment où tu as identifié ta cible, les bons journalistes, tu vas juste essayer d'aller leur raconter, toi, ta vision des choses, comment est-ce que tu as su créer un mouvement, comment est-ce que tu es en train de révolutionner un secteur parce que c'est en train de servir la cause des femmes et que ça correspond à une tendance macro qui est beaucoup plus large. Tu vas essayer de trouver des petits liens comme ça entre ta mission et des grands sujets de tendance sociétale ou des sujets d'actualité. En ce moment, typiquement, tu as énormément de boîtes qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent aller traiter du coronavirus. Parce qu'en fait, c'est un sujet économique que tu peux prendre par plein de bouts, que ce soit le futur à work, les sujets de mobilité, de micro-mobilité. Il y a énormément de sujets. Et à partir de là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au journaliste? Le journaliste, il est là pour donner une information à son audience. Comme je disais, il n'est pas là pour juste relayer ton communiqué de presse. Donc, tu vas essayer de lui fournir, si tu as de la data. Ça, typiquement, c'est un truc qui peut être super intéressant pour des journalistes. Tu as de la data parce que de par ton activité, tu as accès à des données qui compilées et bien étudiées, peuvent donner une information intéressante. Et bien ça, tu peux leur transmettre parce que ça peut constituer une information. Tu as ces fameux, un gros customer case qui en fait vient illustrer une tendance plus globale. Ça aussi, ça peut les intéresser. Toujours utiliser, si tu le peux, des tierces parties pour venir légitimer ton propos. Ouais, c'est pas juste toi qui viens et qui raconte ton histoire. Exactement, c'est toujours cette histoire de pas de contenu auto-centré. Ouais. Et tes clients, de toute manière, typiquement, que ce soit B2B, B2C, ils apprécieront toujours plus le témoignage de pairs que juste toi, l'entreprise qui parle pour elle et qui explique, si je caricature, voilà, comment c'est les meilleurs, comment c'est les plus forts et comment ils sont plus innovants, etc. Donc, si tu le peux, toujours te servir d'éléments externes. Une grosse étude, une grosse stat qui vient de sortir, des customer cases sur lesquels tu peux communiquer, parce que c'est pas toujours le cas. Tout ça, c'est super intéressant. Okay. Et ça, c'est des éléments vraiment qui te permettent d'établir déjà des premiers contacts avec les journalistes. Donc, pour toute cette stratégie, tu cherches où sont tes clients, ce qu'on a dit juste avant, et ensuite, tu émets des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait intéresser qui, et en même temps, tu recherches à qui l'envoyer ou tu fais ça plus tard? En parallèle, tu recherches à qui l'envoyer. Okay. En termes d'identification de tes journalistes. Des journalistes, ouais. Surtout, très important en RP, tu cibles bien. Tu cibles bien, il ne faut pas faire de mass mailing, il ne faut pas considérer que à partir du moment où tu envoies ta news, ton communiqué à toute la rédaction, il y en a bien un que ça va intéresser. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu regardes d'abord qui est-ce qui s'intéresse à tes sujets et à partir de là, tu leur envoies, tu rentres en contact avec eux, tu leur envoies un contenu, tu t'établis une relation et tu peux aussi demander tout simplement tu peux demander du feedback. Tu peux demander si c'est un type de contenu qui l'intéresse. Est-ce qu'il est en recherche de commentaires sur un sujet d'actualité où toi tu sais que tu as une expertise. Donc là on est sur une troisième étape qui est commencer à bâtir la relation vraiment quoi.
Ouais. Genre une fois que tu as visualisé vite fait tes sujets, etc. Ça, même question en termes de timing, genre tu prends du temps pour le faire? Non, t'as pas besoin. Tu fais tout en même temps en fait. Ouais, tu peux. Tu trouves des sujets, tu te dis ok, il y a ce journaliste-là qui serait intéressé, je lui envoie un message. Généralement, tout te vient un peu en même temps. Très clair. Et tu vas l'identifier parce que tu identifies des sujets, je ne l'ai pas dit, très important, faire sa veille, je sais pas, ça me paraît être la base, mais faire sa veille aussi dans les médias, à partir du moment où tu veux avoir une stratégie RP, la moindre des choses, c'est de savoir de quoi les journalistes parlent et comment est-ce que chaque média en parle, quel est le ton, ça c'est un exercice pour choper des opportunités en fait. Tu vois que savoir à qui tu t'adresses, tu vois qui tu vas contacter, c'est la même logique que pour les clients ou les prospects, savoir à qui tu t'adresses et puis ensuite savoir exactement, ok là il est en train de parler de ça. Tu vois, chez Dropbox, tous les matins, j'allais regarder un peu qui parlait de la collaboration à grande échelle, Future of Work. Tu identifies qui parle de ces sujets. Et après, s'il y a un sujet très précis où tu sais que tu peux sauter sur l'occasion, tu envoies un email au journaliste et tu lui dis « J'ai vu que vous aviez parlé de ça, est-ce que ça vous intéresse ?» Un commentaire là-dessus, un éclairage, parce que nous, on a… Et ça, il faut le faire. Donc ça veut dire que si moi aujourd'hui je veux mettre en place une première expérience pour valider que les PR fonctionnent, il faut que je mette en place une espèce de cellule de veille, même si c'est juste une partie de mon temps. Je vais lire un peu toute la presse hyper régulièrement, choper qui sont les gens intéressants dans l'écosystème et voir trouver des points de contact et ensuite réfléchir constamment à des angles et me dire ah ouais ça c'est trop bien, je vais lui envoyer et j'espère quoi derrière. Ça peut paraître super chronophage comme ça, mais en fait, si tu l'inclus dans ton quotidien, tu vas l'avoir un peu toujours en toile de fond et ça te permet de faire une espèce de mapping mental de qui traite de quoi. Et les sujets d'actualité ou les sujets qui vont venir, que tu vois venir, tu vas instinctivement, puisque tout ça est quand même très imbriqué généralement dans ton activité. Il n'y a pas un SaaS qui fait ça, genre? Un SaaS qui fait ça, qui va détecter… Alors, ce qui se fait, c'est les marronniers, détecter les marronniers. Ça forcément, mais ok, bon, voilà, t'as la Saint-Valentin, je sais pas, tu vends des chocolats, bon bah ouais, tu sais qu'a priori tu peux aller communiquer pendant la Saint-Valentin, ok. Tu vas vendre des fringues ou des jouets, tu sais qu'avant Noël, voilà. Ça, tu le sais, mais tu le sais instinctivement. Ouais, mais cette recherche-là, et cette recherche de voir les sujets de fond. Des sujets, il y a des SaaS qui font ça pour les signaux faibles, donc les sujets qui vont émerger bientôt, mais franchement, tu ne vas pas investir là-dedans, c'est pas ta priorité, a priori. Et sinon, non, le reste, bien souvent, tu sais, c'est tes clients aussi qui peuvent te remonter leurs sujets de préoccupation. Ça peut être sur ton marché ou tu sens qu'il y a un concurrent qui commence à se positionner sur un sujet, mais en fait tu sais que tu es plus légitime. Donc tout ça, je sais que ça peut faire peur, mais en fait il ne faut pas voir la montagne, il faut juste se dire bah tiens, je vais faire de la veille au quotidien. Et tu vois, le coronavirus, je veux dire, a priori tu l'as vu venir, si tu sais que tu peux surfer sur le sujet ou que tu as quelque chose à apporter. Donc, ça ne devrait pas être trop chronophage. Ça veut dire quoi? Genre, j'y dédie combien de temps en tant qu'entrepreneur? Franchement, 15 minutes par jour. 15 minutes par jour? Ouais. Mais en 15 minutes, tout compilé. Genre, moi j'ai une veille… tout compilé. Une veille news qui est nulle, tu vois. Genre, vraiment, je lis très peu de presse, etc. Ouais. J'ai l'impression qu'en 15 minutes par jour, j'ai le temps d'ouvrir Google Actualité et de regarder un peu la liste et c'est fini, tu vois. Ouais, mais en fait, tu sais, par exemple, ça va être sur Twitter, à partir du moment où tu as identifié ces fameux journalistes, ce que tu fais, c'est que tu les suis sur Twitter. Et ça commence à te tisser un réseau, en fait. Ouais, exactement. Et ça va être juste, tu vois, scroller un peu, regarder de quoi ça parle aujourd'hui. Ah, ça m'intéresse, donc tu digues un petit peu. Si ça t'intéresse pas, tu passes à autre chose, tu vois, dans le reste de ta journée. Mais d'avoir cette gymnastique-là, de le faire, ça peut que t'apporter parce que sinon effectivement tu arrives toujours avec un train de retard et puis tu te dis toujours ah ouais il faudrait faire ça mais en fait tous tes concurrents en ont parlé il y a une semaine donc ça sert plus à rien. Ensuite une fois que tu as trouvé ton angle et la personne que tu veux contacter et le moyen de la contacter, donc tu récupères son email, comment tu fais ça genre moi je lis un article sur TechCrunch, je veux l'email du mec qui a écrit l'article, je fais quoi genre? En fait c'est assez t'as deux manières, soit c'est assez facile en fait de récupérer un email d'un journaliste parce qu'ils ont tout bêtement il y a toujours un format d'email pour un média où tu sais que le @techcrunch.com, tu sais que ça c'est la fin de l'email et après il ne te reste plus qu'à trouver quel est le format au début, est-ce que c'est première lettre du prénom et le nom, est-ce que c'est juste le nom.
tu testes reçois des failures d'email. En fait, à partir du moment où tu réussis à avoir le format d'email, et ça, tu peux l'avoir très facilement en fait directement sur les sites, ne serait-ce que parce que encore plus pour les médias anglo-saxons, tu as toujours, je sais pas, le secrétaire de rédaction qui va être dont tu vas pouvoir récupérer facilement l'email. À partir du moment où tu as le nom du journaliste que tu as de toute manière déjà identifié, le format d'email, tu l'as. Donc en fait, c'est souvent, les entrepreneurs peuvent être un peu déstabilisés, mais comment je fais pour trouver leur contact? En fait, les formats d'email, tu peux les avoir vraiment très très facilement. Et au pire des cas, tu testes différentes choses et tu vas l'avoir. Après, la seconde chose, c'est simplement de demander autour de toi. Tu auras très souvent quand même quelqu'un dans ton entourage proche ou moins proche qui va pouvoir te donner soit des emails, soit un format d'email type pour tel ou tel média. Et si je contacte presse@lemedia.com et en disant salut, je voudrais contacter machin, il y a des chances pour que ça marche ou pas du tout? Non, je pense pas que ça va marcher. Et ça sert à quoi cette adresse? Mais ça existe même pas presse. Non, ça existe pas. Non, mais genre si, genre t'as toujours les contacts presse quoi. Ouais, mais dans les entreprises. Quand je bloguais, c'était comme ça, tu vois. Dans les entreprises, mais pas tant dans les. Ah oui, c'est dans l'autre sens, ouais. C'est dans l'autre sens que ça marche comme ça. Ouais. Il y a pas. Genre là, si je vais sur Le Monde, il y a pas moyen de contacter la rédaction, genre. Si, je pense que tu as toujours un mail rédaction@lemonde.fr. C'est ce genre de truc, ouais. Enfin, pas presse du coup, mais c'est. Effectivement, tu vas l'avoir, mais je te recommanderais pas forcément de le faire parce que déjà qu'à titre perso, ils n'ont pas forcément le temps de lire tous leurs emails. Je te garantirais pas qu'ils lisent tu vois, ou qu'ils scrutent forcément. Tu diminues tes chances, quoi. Donc, il vaut mieux y aller en cold et quoi, t'envoies un mail et tu dis salut, j'ai lu que tu as écrit un article sur tel sujet. Moi, j'ai des infos à te filer sur telle data ou tel angle que je trouve intéressant. Dis-moi si ça t'intéresse plus. Bisous. Ouais, ça peut être presque comme ça. T'es même pas obligé de dire j'ai vu que tu avais écrit tel article parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où tu t'adresses à la bonne personne, t'as même pas besoin de te justifier sur pourquoi tu t'adresses à lui en fait. Mais après, tout de suite, c'est faire court, faire droit au but, donner des chiffres, donner du concret. Plus tu auras de la data, plus tu auras des métriques par exemple, plus ça va les intéresser. Tout ce qui est objectivable, ça les intéresse. D'où aussi ce côté, voilà, j'ai tel client ou tu as telle grosse entreprise qui fait ça. Est-ce que ça vous intéresse de leur parler? Et tu expliques pourquoi est-ce que c'est intéressant. Là, ok, c'est quelque chose qui est concret pour eux. J'en reviens toujours à mon exemple de on lance telle nouvelle feature et c'est super innovant, n'hésitez pas à me recontacter. Bah non, ça les intéresse pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'objectivité. Ouais. Exactement. C'est juste regardez comme je suis cool, quoi. Ouais. Exactement. Et on en revient toujours, et c'est vraiment du bon sens, à ce principe de les journalistes sont là pour délivrer une information à leur audience et pas pour faire de la promo pour X boîte qui va les contacter. Mais à quel point ils savent ça, quoi? Qui? Les journalistes, tu vois. Genre, ils savent que toi, en tant que boîte, tu les contactes pour leur filer de l'info, mais en vrai, il y a un fond de... Non, ils le savent, bien sûr. Ouais, ils savent qu'il y a aussi une volonté de ta part d'être plus visible, d'être dans les pages de leurs médias. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. À partir du moment où tu arrives avec une démarche authentique, où tu as vraiment une information à leur transmettre et où, accessoirement, tu leur mens pas aussi. Très important, ne pas bullshiter les chiffres. Pas bullshiter, voilà, des milestones sur lesquels tu auras envie de communiquer, super important, toujours rester droit dans ses bottes. Et après, il n'y a aucun problème, les journalistes sont aussi là, c'est leur boulot aussi, d'aller se créer un réseau, d'aller savoir en fait qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Il ne faut pas avoir de complexe à aller contacter un journaliste à partir du moment où tu suis les critères dont je parlais. Aucun complexe à avoir. Tu as complètement le droit de vouloir être médiatisé, c'est légitime pour l'être. Ok. Et donc, pour reconnecter avec notre sujet d'acquisition, là, j'entends ce que tu dis, c'est cool, tu vois. Genre, moi, je veux bien aller contacter les journalistes et leur filer des infos gratos et être sympa avec eux. Ouais. À quel moment j'en tire quelque chose, moi? Ouais. En gros, ce que tu cherches, c'est d'être relayé dans un média. Et que, in fine, on parle de ton produit, même si c'est sous couvert d'avoir traité d'un sujet un peu plus global. Et il se trouve que toi, tu vas apporter ta pierre à l'édifice, mais on parlera à toi. Soit, par exemple, tu vas donner une interview, apporter un commentaire, il y aura ton nom, le nom de ta boîte. Ou alors, on va parler plus directement de ta boîte
Et à ce moment-là, ça va être un peu plus concret et poussé. Donc ça, tu vas, si tu réussis à avoir un article et que l'angle sur lequel tu es arrivé a été en plus complètement respecté et que c'est ce qui en ressort, toi, c'est tout bénef parce que non seulement tu vas pouvoir pousser ça, tu vas avoir des retombées organiques, les gens vont pouvoir se le partager sur les réseaux, ça va te faire du contenu clé en main que tu vas pouvoir pousser notamment à tes clients. Et à partir de là, ça viendra nourrir, c'est bête, mais ça viendra nourrir ton SEO aussi. Quand tu démarres, généralement, tu n'as pas encore de SEO. Le ranking des gros médias est genre incroyable. Si tu me passes même à la radio, enfin, tu sais que tu auras toujours le lien en première page de résultats Google. Ça peut vraiment apporter de la crédibilité à ton business, ça c'est important. Mais ce que je comprends pas, c'est, enfin, si je t'apporte une info intéressante, il va pas titrer le nom de ma boîte m'a dit que quoi. Bah comment ça? Si, c'est ça qui se passe. Genre enfin, ou alors il y a un truc que j'ai pas pigé, tu vois, sur la manière de contacter la personne via l'angle. Ouais. Tu veux qu'il parle de toi ou tu veux qu'il parle du sujet? Tu veux qu'il parle à la base du sujet, mais il parlera aussi forcément de toi. Parce que toi, tu sais, c'est ce qu'on voit, ça va être Valentin Richard, CEO de Coup d'État, nous confirme qu'il voit une tendance de fond se développer dans l'entrepreneuriat. Okay. Et après, toi, admettons, tu as un paragraphe de citation où tu racontes ce que tu vois, etc. Ok, donc j'apparais dans l'article, qui est un article qui ne parle pas que de Coup d'État. Soit tu as ça, exactement. Et ça, c'est un très bon premier pas. Ouais. En fait, quand tu n'as aucune notoriété, quand tu ne sais pas, voilà. Mais aussi, tu peux aussi avoir, tu vois, Fempo, un de leurs premiers articles, c'était 4 pages, un dossier de 4 pages dans Madame Figaro. Parce qu'elles arrivaient avec un sujet, conférence Fempoa. Ok, ouais. Donc, tu vois, on parlait déjà… Événements. Ouais, et on parlait d'autres choses et pour le coup de leur mission. Tu avais des guests qui étaient invités. On ne parlait pas du tout de Fempo sur scène, mais c'était Fempo qui organisait. C'était complètement aligné avec leur vision. Et résultat, le titre c'était, je te dis un peu n'importe quoi, mais de mémoire, les femmes qui sont en train de les femmes changent les règles du jeu, avec le jeu de mots, voilà, je me souviens. Et ben c'est complètement aligné avec leurs valeurs, avec leur mission. Ouais. À aucun moment, si à un moment donné, la journaliste a dû écrire qu'elle vendait des culottes, mais c'est tout, tu vois. Et tu avais quand même 4 pages sur le mouvement de fond derrière Fempo. Okay. C'est ça que tu veux. Ok, très clair. Très clair. On a fait le tour là. Genre après, tu maintiens la relation ? Et après, très important de maintenir la relation. N'hésite pas à donner des nouvelles à un journaliste avec lequel tu as eu un bon fit, avec qui que tu as rencontré pour la première fois. En fait, t'attends pas d'avoir nécessairement besoin de lui pour lui donner des nouvelles. Et quand tu fais coucou, ça va là ? Ouais, tu peux faire hello, juste pour info, depuis qu'on s'est rencontrés, on en est là. Il s'est passé ça. Ravi d'en rediscuter à l'occasion. Et surtout, n'hésite pas aussi pour entretenir la relation. Pareil, c'est du bon sens, c'est comme dans toute relation humaine. Si tu as des services que tu peux rendre, si tu sais que toi, dans ton réseau, tu connais telle ou telle personne qui vont être intéressantes pour le journaliste, et ben, tu leur présentes, tu fais des intros. Tu vois, tu n'es pas juste dans un truc de je te donne ça et toi tu me donnes relation, ça. Ouais. Exactement. Relation, ok. Et c'est comme ça que tu entretiens la relation. C'est vrai pour n'importe quel média en fait. Ouais. Petit, gros. Ouais, bien sûr. Si tu es une PME et que tu ne veux pas passer nécessairement dans Le Monde ou avoir un 4 pages dans Madame Figaro, ça marche pareil sur ton petit blog du coin. Ouais, exactement. Pour tous les business. Quoi. Exactement. Derrière ces blogs-là, ces médias-là, c'est aussi des gens… voilà, même si tu es freelance et que tu viens donner ton opinion dans la presse et qu'il y a ton nom qui apparaît, tu risques de choper des clients qui disent « Ah ouais, je veux lui. » quoi. Ouais, exactement. Genre, ça marche pour tout. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le sujet de la crédibilisation. Ok, donc on a identifié ce que les gens veulent faire, comment tes clients se comportent et leur journée médiatype et essayer de comprendre où ils sont et comment les toucher. Ouais. On a stratégie de com, quel message je veux faire passer, quel angle, quel journaliste contacter, etc. Ouais. Et ensuite toute la partie veille et faire tourner ta machine et créer ta map mentale de qui sont les journalistes intéressants à toucher, etc. Ouais. Faire ça en boucle, à chaque fois que tu as des bonnes touches, maintenir la relation avec les journalistes et ta stratégie de PR. Exactement. Et après, plus ta boîte va grandir, plus tu auras des milestones sur lesquels communiquer proactivement. Et dans ces cas-là,
tu seras toujours sur ce thème de à la fois apporter un regard d'expert, un avis d'expert sur ton sujet, quand c'est légitime, et en même temps pouvoir recontacter ces mêmes journalistes pour qu'on parle un petit peu plus de toi et aller raconter ta dernière levée de fonds, aller raconter comment est-ce que tu as réussi à avoir un gros deal avec tel groupe important et du coup aussi donner un peu des regards d'insider. Et là, ce sera beaucoup plus facile pour tout d'un coup venir faire parler de ton entreprise et ce sera un peu plus auto-centré, mais il y aura un contexte derrière tout ça. Et ça ne sortira pas de nulle part. Ok, donc là, tu as tes 5 grosses étapes. Ouais. C'est beaucoup et en même temps, ça a l'air d'aller, quoi. Tu dis genre sans pression, ouais, non, un quart d'heure par jour, tranquille, tu vois. Pour juste la veille. Ouais. Après, tu passes quand même un sacré bout de temps pour bien trouver tes sujets, bien écrire, bien rédiger tes mails, attaquer les angles correctement, passer du temps à contacter les gens, etc. Ouais. Donc c'est un job temps plein, quoi. Ouais. Non, c'est chronophage, bien sûr. C'est hyper chronophage, mais tu peux espérer en retirer beaucoup. Ouais. Tu dépenses pas 1 euro. Hein. Tu dépenses pas 1 euro, c'est que des opérations, quoi. Ouais, c'est un truc qui est important. Ça, c'est le job que fait une agence de PR. Ouais. Grosso modo. Elle fait la veille. L'agence PR va faire la veille, elle va t'aider à définir les messages, elle ne peut pas le faire toute seule parce qu'il n'y a que toi qui connais vraiment ta boîte et là où tu veux aller. Elle va faire le travail de pitch. Donc le pitch email, c'est comment tu vas pitcher des journalistes sur un sujet. Très important, c'est elle qui va faire les relances. Et en fait, c'est un peu le nerf de la guerre dans les RP, c'est les relances. Toujours parce qu'il y a cette problématique de temps pour les journalistes où ils ne l'ont pas, juste. Donc, l'agence va faire ce taf de relancer jusqu'à avoir un oui ou un non. Mais généralement, c'est ça qui paye aussi. Et ça, en tant qu'entrepreneur, quand tu es tout seul ou que vous êtes 3 dans la boîte, tu n'as pas le temps de faire ce travail de relance-là. Il faut être honnête, tu n'as pas le temps. Ouais, tu as autre chose à faire. Ouais. Donc, ça vaut le coup de prendre une agence de PR quand tu es une start-up ou quand tu démarres, non. Okay. Parce que à mon sens, parce que le business model des agences n'est pas forcément aligné sur le modèle des startups, sur la temporalité, sur le besoin de rapidité d'exécution. Il y a une deuxième problématique qui rentre là complètement en ligne de compte et dont je n'ai pas encore parlé, c'est que de la même manière que tu n'investis pas en RP, tu ne mets pas d'argent, c'est très difficile de calculer un ROI très clair. Okay. Tu vois, tu peux pas, c'est pas du marketing, tu peux pas dire en fait j'ai mis tant sur la table et ça m'a rapporté tant, donc mon coût d'acquisition c'est celui-là. Ouais, c'est un canal qui est profondément inbound, quoi. Genre tu sais, genre ça vient et t'espères et... Ouais, c'est un peu la chimère dans les RP. Voilà, ça fait 20 ans que tout le monde parle comment calculer le ROI des RP. Mais tu ne peux pas le calculer de la même manière que pour du marketing type. Ouais, que pour de la Facebook ad, quoi. Donc autant te dire que quand tu as peu d'argent, tu as peu de ressources financières, que tu vas recruter une agence, que tu vas payer, admettons, tout dépend, entre 1 500 et 5 000 euros par mois, et que derrière tu ne sais pas quel est le ROI, ça peut devenir très très vite frustrant pour un entrepreneur. Ouais. Donc tu parles de start-up, mais si tu es une boîte de service, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est pareil, exactement. C'est genre peu importe en fait. Exactement. Après, il n'y a pas de règle universelle. C'est vrai que j'aurais tendance, de mon humble expérience, à recommander d'abord si tu dois faire appel à une ressource externe, autant aller sur un freelance, expert sur son sujet, expert sur ta verticale, qui connaît déjà tous les journalistes. Tu trouves ça où ? Tu trouves ça partout, demande-moi. Voilà, ça vous savez, super. Non, je pense que tu peux même trouver ça, tu sais, sur des plateformes de freelanceurs. Ok, ouais. Okay. Sur Coworkies, typiquement, qui sont spécialisés dans le marketing et la com. Déjà, un modèle de freelance, tu vas être sur des missions plus courtes, tu vas être une seule personne qui va être vraiment dédiée. Du coup, en agence, tu as des équipes, mais du coup, tu ne sais pas vraiment qui bosse sur ton projet, à quel moment. Je trouve que le modèle de l'agence est beaucoup plus adapté à partir du moment où tu scales. Tu vas avoir plus de budget à allouer, tu vas pouvoir avoir des gens qui vont faire de la com en interne aussi, qui vont pouvoir manager cette agence-là. Voilà. Mais au départ, ça peut être, je le vois, hein, ça peut être assez frustrant, l'agence avec des boîtes très, très early. Ok, très clair. Donc, tout ça, toute cette méthode-là qu'on dégage progressivement, j'adore, c'est trop bien.
Combien de temps j'attends avant de déterminer si c'est pertinent pour ma boîte ou pas? Ouais, ça généralement en fait, désolée, réponse un peu à la con, mais tu le vois instinctivement assez vite parce que… assez vite, c'est quoi? C'est 6 mois ou c'est 6 semaines? Non, ça va être en 3 mois. Ok. En 3 mois, déjà, tu te rendras compte si ta campagne RP, elle a fonctionné ou pas. Est-ce que les journalistes, est-ce que tu avais les bons angles? Tu te laisses un peu le temps de rebosser tes angles si tu penses que ça n'a pas pris. Et si ça prend, la beauté avec les RP, c'est que mine de rien, tu as des retours assez vite des gens, en fait, qui vont te dire ah, mais je t'ai vu dans tel média, ou ah, stylé. Et même souvent des médias qu'eux-mêmes ne consomment pas. Mais en fait, les gens ont toujours ce truc d'être contents quand ils voient soit une entreprise qu'ils connaissent, soit quelqu'un qu'ils connaissent dans des médias. Et de se dire ah ouais, cool quand même, cool. Tu vois, il y a encore ce truc de légitimité que les médias traditionnels ou moins traditionnels, mais apportent. Donc en fait, tu vas avoir du bouche à oreille que tu vas tout de suite détecter. Et après, tu peux aussi avoir un retour plus directement de tes clients. Tu sais, il y a beaucoup de boîtes qui font ça, qui demandent dans ton formulaire de premier contact, tu vas demander où est-ce que vous avez entendu parler de nous. Et très souvent, dans les choix de réponse, tu as journaux, médias, etc. Donc tu peux essayer de le quantifier un petit peu. Ça n'a pas une valeur, c'est pas 100% fiable, mais ça peut donner un ordre d'idée aussi qui peut être assez utile. Et en fait, si tu en as 40% qui te disent bah ouais, moi je suis venue parce que vous avez fait telle radio ou telle télé, tu vas te dire ah ok, tout d'un coup j'ai 40% de mon final qui vient de là. Ok. Donc tu essayes de trouver une manière de mesurer et de voir si c'est pertinent pour ton business. Tu peux faire ça et après instinctivement, tu as les gens qui te parlent. Les gens te parlent et tu vas aussi tu vas le sentir sur la com de recrutement. Tu vas le sentir sur d'autres sujets qui ne sont pas directement l'acquisition client, mais tu vas sentir qu'on a entendu parler de ta boîte et que tu as commencé à te construire une légitimité. Quelle différence entre la presse vanity où tu es là genre ah ma mère est trop fière que je sois sur TF1 et en vrai tu n'as aucun client qui regarde TF1, client. Tu vois genre, comment tu… Parce que cet instinct-là il est vite brouillé quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, mais en fait c'est juste, on en revient toujours à ce truc de où sont mes clients, quels médias ils consomment. Bah ouais, ta mère elle regarde TF1, donc forcément ça va faire plaisir à ta mère et peut-être que des fois tu as juste envie de le faire juste pour ça. Why not, tu vois? C'est une très mauvaise raison pour ta boîte, mais pour toi, exactement. Libre à toi de faire ce que tu veux, ouais. Je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais en fait, c'est juste à un moment donné d'être au clair avec toi-même et de te dire, mais est-ce que ma cible, elle est vraiment là ou pas? Est-ce que là, je suis en train de perdre mon temps? Et de me faire plaisir à moi, de faire plaisir à ma famille, les proches. Mais en fait, je sais très bien que je vais toucher aucune cible. Ça, tu le sais. Si tu as fait ce taf-là, de demander à tes clients où est-ce qu'ils étaient, si tu as fait un petit peu ce mapping-là, tu le sais qu'ils ne regardent pas le trésor de TF1, ta cible, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est juste pour toi, quoi. Ouais. Donc, il faut arriver à être honnête avec soi-même sur les retombées qu'il peut y avoir. Ouais, normalement, franchement, tu devrais pas tomber dans un truc de fausse vanity metrics. Quand tu es une boîte qui se développe, franchement, tu as un autre focus, tu es focus complètement sur ta boîte. Donc, c'est rare de tomber dans le piège comme ça dès le départ. Et la vérité, c'est que tu n'en as même pas l'opportunité de toute manière, puisque tout le monde n'est pas là, à moins que, je sais pas, que tu lances le nouveau SpaceX ou Tesla. Mais tu as aussi un autre focus. Et tu as de toute façon un autre focus. Donc, 3 mois. Genre à partir du moment où je démarre mon truc, je me dis au bout de 3 mois, je décide si c'est bien ou pas. Franchement, c'est déjà assez raisonnable pour tester, ouais. Ok. 3 mois, t'as le temps quoi. T'as le temps aussi d'avoir lancé. Autre tips, tu peux aller à la rencontre de ces journalistes-là sur des événements aussi. C'est-à-dire que tu sais que tu dois aller sur des événements spécialisés. Moi, je suis pas forcément fan des événements pour plein de raisons. Mais il n'empêche que si tu y es, je sais pas, tu as un stand, un événement, tire parti de ce truc-là. Ok, tu as le focus client, mais sur des événements qui réunissent généralement ton écosystème, ton industrie, en fait, tu as plein d'autres personnes à aller voir, et notamment les journalistes spécialisés pour qui le rendez-vous est incontournable. Et en fait, il ne faut pas que tu sortes de l'événement sans avoir au moins parler à 3 ou 4 journalistes. Et ça, c'est un autre canal dont on parle, c'est les salons, les événements, etc. Où en fait, tu as aussi une opportunité de bosser sur ta PR pendant ce truc-là, en plus de générer des leads, en plus de… Exactement. C'est ce que j'aime, plus on avance dans les interviews et plus je me rends compte que tout est croisé. Tout est lié, ouais. Et que tu peux pas juste structurer comme ça. Tu peux pas complètement compartimenter. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
Ok, donc là j'ai ma première expérience je passe 3 mois à faire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ouais. Une fois que c'est validé, comment je pérennise et comment j'accélère? Ouais, donc tu pérennises en gardant le relationnel. 2 choses. Côté journaliste, tu regardes le relationnel, tout ce qu'on s'est dit. Côté client, tu réutilises le contenu. En fait, tu vas, je dis n'importe quoi, ta cible consomme énormément les Échos. Tu as eu un papy dans les Échos. Il faut que tu peux attendre que par hasard ils tombent dessus, mais il faut aussi que tu leur envoies proactivement ou que tu leur fasses savoir que tu as eu telle retombée, et puis tu peux leur demander des feedbacks. Si tu as une newsletter, bah, tu le mentionnes dans la newsletter. Si tu produis du contenu, il y a toujours ce truc que tu connais mieux que moi, hein, de aussi savoir utiliser le contenu. Ça, c'est une manière d'exploiter en tout cas à fond le potentiel de ta retombée. Et après, pour accélérer, c'est simplement, ok, est-ce que en fait, là, tu as pu identifier que ton sujet intéressait, que tu avais une légitimité d'expert dans ton secteur et que en plus ta boîte elle est en train de croître. Donc c'est maintenant, comment est-ce que tu vas identifier les bons sujets qui vont être un petit peu plus auto-centrés, mais sur lesquels tu vas pouvoir communiquer pour continuer ton acquisition client, mais y aller de manière un petit peu plus, un peu plus régulière. Ouais. Et encore un petit peu plus ciblée. J'en ai pas parlé, mais tu as énormément de médias spécialisés dans des verticales. Donc je sais pas si ta spécialité c'est la pêche. Tu as des médias qui sont spécialisés dans la pêche. Et en fait, tous les mecs que tu veux cibler, ils vont lire ces médias-là beaucoup plus que des médias nationaux. Ouais. Pareil pour la presse locale. Si tu as une cible en fait qui est vraiment répartie partout en France, je sais pas, tu as une grosse cible dans le nord de la France parce que je sais pas, tu as un focus sur une industrie spéciale qui est là-bas, ce sera beaucoup plus intéressant pour toi d'aller travailler sur la Voix du Nord. Si tu es dans le sud-ouest, tu vas travailler avec le média sud-ouest plutôt que sur des médias nationaux parce qu'en fait les journaux locaux sont encore c'est pareil, du coup tu le repères quand tu parles à tes clients. Exactement. Le Parisien, et si je dis pas de bêtises, soit le journal le plus lu en France alors qu'il est local, mais un des médias les plus consommés. Il y a des gens qui ne lisent que le Parisien et qui n'iront pas lire Le Monde ou Les Échos. Okay. Donc ça peut être intéressant. Donc tu maintiens la relation, d'accélérer sur des verticales pour aller creuser encore plus dans les différentes branches de ta cible si elle est large. Ouais. Et ensuite, côté client, donc ça après voilà, et après côté client, d'aller développer et automatiser la construction de témoignages clients, de customer case. En fait, ce qui arrive très souvent, c'est qu'une fois que tu as monté ta boîte, tu as identifié que forcément tel client, tel groupe était très intéressé, avait un case study qui était très intéressant, tu vas leur proposer de le pitcher en presse. Okay. Le problème, c'est que eux, souvent, ils vont te dire non. En fait, non, ça ne nous intéresse pas, ou c'est trop compliqué, ou la personne avec qui toi, ton interlocuteur, c'est pas le décisionnaire au sein du groupe. Et en fait, très rapidement, il faut savoir négocier ce genre de choses en amont, c'est-à-dire au moment de la négociation du deal. Je ne sais pas si je suis très claire. Tu es une boîte B2B. Ouais. Tu veux pouvoir raconter que ton client, qu'un grand groupe français utilise ton SaaS, admettons. Pour ça, c'est très dur. Une fois qu'ils sont clients, une fois que le contrat a été signé, c'est très dur d'aller leur demander est-ce que je peux raconter votre cas d'usage en presse parce que c'est super intéressant. Une fois qu'ils ont reçu la valeur, ouais, exactement. Et qu'eux, ils se la sont appropriés, c'est mort. Et ça, c'est un piège dans lequel sont beaucoup de boîtes, beaucoup de PME, parce qu'en fait, t'as pas la force, tu peux pas t'as pas le leverage, t'as pas le leverage sur la relation une fois que le contrat il est signé. Et je vais te dire, même des plus grosses boîtes, c'est la même chose en fait. Donc, un petit hack qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, au moment de la négociation du contrat, tu négocies déjà d'avoir l'autorisation, tu as plusieurs niveaux, mais l'autorisation d'utiliser leur logo et de pouvoir les citer, l'autorisation de pouvoir vraiment raconter un peu plus en détail leur cas studies dans les médias, l'autorisation où tu négocies le fait de les inviter sur scène
à des grands events où ils vont venir avec toi sur scène pour raconter comment... Ça se négocie. Et c'est souvent des choses, très souvent des choses, qui en fait doivent se négocier vraiment en amont. Et c'est des discussions... les commerciaux sont pas toujours à l'aise parce qu'à la base, c'est pas leur boulot. Mais en fait, le secret, il est là. Une fois que tu as signé ça, et puis tu peux leur dire que tu leur fais un petit discount s'ils te signent le truc. Le deal et à partir de là, bon bah ok, t'es tranquille et vous pourrez construire une relation, vous allez construire le case study ensemble. Mais ça c'est un truc, tu vois, dans ton accélération. Et en plus, une fois qu'ils ont vu comment est-ce que tel autre client était, tu vois, un peu magnifié, ou comment est-ce qu'on allait parler de la politique de transfo de tel autre groupe dans les médias, eux, ça va les intéresser parce qu'ils vont se dire ah ok, bah ouais, nous aussi on a envie de montrer ce qu'on fait. Donc tu collabores avec tes clients pour créer des nouveaux types de contenus qui ont plus de street cred parce que c'est tes clients et c'est pas toi qui viens parler. Exactement. Et que tu peux aller envoyer avec les relations avec tes journalistes pareil, de la même manière. Sauf que tu bosses sur des contenus qui sont encore plus pertinents, quoi. Plus pertinents, tu vas avoir des porte-paroles qui sont externes à ta boîte, donc c'est pareil, c'est plus légitime. Et tu as deux choix. Soit tu en fais du contenu purement marketing et tu en fais un one-pager. Comment est-ce que tel grand groupe utilise mon service? One-pager marketing que tu vas pouvoir utiliser vraiment purement marketing. Et tu peux aussi, comme je disais, le pitcher en presse et en faire un vrai sujet, aller raconter le fond de l'histoire. Ça se fait beaucoup. Et c'est super intéressant. Et dans la relation que tu bâtis en plus avec ton client, c'est valorisant. C'est valorisant pour eux aussi. Ouais. Ok. C'est beaucoup d'infos. Mon cerveau, il est en ébullition là. Un troisième point, c'est aussi la data. Je ne sais pas si j'en ai parlé. La data que tu vas récolter en tant qu'entreprise sur tes clients, sur les cas d'usage, sur comment est-ce que ton service est exploité, comment un service tiers peut être exploité. Tout dépend de ton business. Tout ce qui est de l'ordre vraiment de la donnée brute. Si tu arrives à faire du storytelling autour de ça, autour de ces données donc, par définition factuelle, concrète, c'est aussi très intéressant pour accélérer sur ta stratégie de relations presse. Comme je disais, dès que c'est concret, dès que c'est objectivable, ça va intéresser les médias. Et en plus, je veux dire, tout le monde est à la recherche de nouvelles données, de nouvelles informations. Donc ne jamais sous-estimer la donnée que tu as en interne. Et faire parler les chiffres. Et voilà, toutes les boîtes n'ont pas des data scientists à domicile, mais normalement, quand tu es CEO, tu as quand même une idée de ce qui se passe dans ta boîte et des données que tu réussis donc à récolter. Et en fait, prendre un peu de recul par rapport à ces données-là qu'à la base, tu ne regardes même pas, parce qu'en fait, tu les regardes pour d'autres indicateurs, pour d'autres choses. Te dire, mais en fait, en relation presse, est-ce que je peux arriver à raconter une histoire autour de ça? Et quand tu réussis à faire ça, c'est super intéressant. Donc tu testes avec tout ce qu'on a dit depuis le début. Je reprends tout le temps, hein, j'ai besoin de... Tu testes avec tout ce qu'on a dit depuis le début sur les clients, etc., la stratégie de com, les relations pendant 3 mois. Ou à peu près, quoi. Hein, voilà, toujours pareil, je ne vais pas te donner de méthode, ça suffit maintenant. Pendant ce temps-là, tu testes. Ensuite, une fois que tu valides, tu accélères en faisant tout ce qu'on vient de dire là. Et derrière, après, ça a des retombées sur tout ton business et c'est très difficile à mesurer au final. C'est très difficile à mesurer et c'est là où c'est un peu fourbe aussi, c'est que ça ne va pas nourrir que ton acquisition client purement. Et on revient au début de la conversation. On revient au début de la conversation et ce qui peut rendre difficile l'appréciation de si toi ton objectif c'est uniquement de faire de l'acquisition client, tu peux aussi te poser et te dire en fait est-ce que ça me sert pour ma marque employeur? Est-ce que ça me sert, je ne sais pas, pour aller chercher, même pour la com interne, des fois, c'est super valorisant pour les employés. Mais en fait, ça ne va pas m'aider directement pour les clients. Et après, c'est à toi d'arbitrer. Est-ce que j'ai envie d'arrêter, du coup, en temps passé, et du coup, je récupère ce temps-là? Parce que de toute façon, ça ne t'a rien coûté. Mais au moins, tu récupères ce temps passé. Ou est-ce que, au contraire, tu te rends compte qu'en acquisition client, tu as plein de clients qui te disent qu'ils ont entendu parler de toi grâce à ça, et à ce moment-là, tu vas continuer à accélérer. Mais tout est très poreux, et tout va se nourrir de toute manière, tu vois, les uns les autres. Donc voilà, pas facile. Toi, tout ça, tu kiffes faire ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait dans ton profil que tu kiffes faire ça?
Moi, ce que je kiffe, c'est déjà, tu as la part, on en parlait tout à l'heure, de relations humaines. C'est assez kiffant de se dire que tu peux bosser en fait en ayant juste un échange genre d'humain à humain, sans être dans purement juste de l'analyse froide de data, où je suis pas juste là, tu sais, à tomber des slides tous les jours. Et ça, mine de rien, c'est un confort. Ouais, tu passes ta journée en fait au téléphone à écrire des mails. Ouais, potentiellement tu peux. En fait, moi je passe mes journées avec les entrepreneurs, donc c'est un énorme kiff. Ouais. Parce qu'ils te donnent énormément d'énergie et qu'ils sont plus ou moins tous là pour aller repenser un secteur, un truc. Ils ont toujours une vision, même si des fois ils se la formalisent pas eux-mêmes. Mais en fait, tous les entrepreneurs qui arrivent avec des boîtes qui repensent complètement le contrat social en ce moment en France, c'est ultra intéressant. Ouais. Et à la base, ils se le formulent pas comme ça, tu vois, ils se le formalisent pas comme ça. Mais en fait, c'est ça qu'ils font. Et donc moi, si je veux recruter demain quelqu'un dans ma boîte X qui veut s'occuper de cette partie PR et qui soit très pertinent, il me faut quelqu'un qui soit profondément excité par la mission et qui a envie d'en parler tout le temps à tous les gens qui ont un mégaphone autour de lui, quoi. Exactement, qui arrive à prendre du recul sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Savoir dire aussi, tu vois, si tu es recruté, savoir dire à ton patron, mais tu sais ça, on s'en fout en fait, tout le monde s'en fout. Telle nouvelle fonctionnalité qu'on vient de sortir alors qu'on est personne, nous on croit que c'est révolutionnaire et c'est intéressant à plein d'égards, mais en fait ça n'intéresse pas les médias, c'est pas ça. Tu vois, et en fait de le dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand tu es dans une relation hiérarchique avec quelqu'un, c'est dur de dire non mais ça en fait c'est pas intéressant, ou d'aller dire à ton équipe product c'est génial le produit que vous avez lancé mais on n'arrivera pas à en faire un objet de communication média parce que pour le moment ça n'a pas assez d'aspérité pour aller parler à une audience plus large. Donc il faut aussi quelqu'un qui soit capable de faire ça. Il faut de l'honnêteté quoi. Ouais. Toujours pareil. Mais encore faut-il qu'on te laisse la liberté d'avoir cette honnêteté là. Bien sûr. Ok, très clair. Là, on a quand même déjà un bon début sur si tu veux attaquer le sujet et si tu veux t'y mettre, quoi. Ouais. Parce que même en tant qu'entrepreneur, tout ce qu'on vient de dire, tu peux le faire. Exactement. Genre, t'attaques, tu commences, tu tisses tes relations, tu fais tes trucs, tu testes. Et surtout pas croire que tu dois forcément avoir une ressource externe pour faire de la com. Surtout au début. Le CEO, il devrait être capable de prendre ce sujet-là au début. On ajoute ça à la liste des trucs que le CEO doit prendre. Ouais. Ok. Et écoute, trop cool. Merci beaucoup.